Grabando. Bonjour Michel. Bonjour. C'est longtemps, là, en plein cœur de l'Amérique latine à Paris, Ouais. même dans les centrales de la Maison d'Amérique latine, avec de la musique, aux musiques de fond. Toujours. Et c'est... Bien sûr. Voilà. Bah, aujourd'hui, cette exposition, c'est un peu c'est une sorte de panorama d'amitié et en même temps de talent. Donc, 9 pays, 26 graphistes, autant d'hommes que de femmes, autant de femmes que Ah, d'hommes. c'est très à la mode. C'est comme C'est peut-être à la mode, mais c'est vrai. c'est comme les bombardements. Ouais. Non, mais c'est bien et du coup, je pense que les gens découvrent, je pense, les Français, enfin, tout le monde en fait, découvre, je pense, une forme de graphisme que les gens n'attendaient pas. Beaucoup d'engagement, beaucoup de sincérité, beaucoup de force, beaucoup de couleurs. On va dire la profession d'affichiste, Oui, chose que graphiste. Ouais. Elle est quand même mise à mal avec le temps, avec les agences de communication. On voit ça en Europe, il y a de moins en moins d'artistes qui travaillent vraiment l'affiche. Oui, mais justement, je pense que d'une certaine manière, l'Amérique latine donne l'exemple, parce que pendant très longtemps, elle a été dominée par les agences de publicité. Elle a eu du mal aussi, je pense, à construire une éducation sur le graphisme comme en Europe, parce qu'il y avait des dictatures, tout simplement, ou des régimes totalitaires, et que le graphisme, la communication visuelle, de toute manière, c'est dangereux pour le pouvoir. Toujours le mur. Et donc, je pense que la renaissance, on va dire, la renaissance, on peut dire, du graphisme en Amérique latine dans les années 90, que j'ai constaté vraiment moi-même, je pense que c'est dû à ça. C'est-à-dire que il y avait beaucoup d'artistes qui avaient envie de s'exprimer à travers la communication visuelle, qui n'avaient pas pu le faire pendant les années violentes de la dictature dans beaucoup de pays, et qui du coup découvraient, entre guillemets, la possibilité de s'exprimer et de communiquer sur des sujets extrêmement variés, la culture bien sûr, mais aussi le social, voire la politique. Et je pense que cette exposition, elle raconte ça aussi, elle raconte l'imbrication très forte entre, je pense, les préoccupations culturelles, sociales et politiques des graphistes ou des artistes latino-américains. Une chose qu'on a perdu beaucoup en Europe, même ou ailleurs, et qu'on trouve de manière extrêmement vivace en Amérique latine. Oui. Alors il y a l'Argentine et le Mexique ici, bien sûr. Le Mexique toujours, le Pérou. Mais il y a un mur qui est assez intéressant, peut-être c'est sur les photographies de Michel Bouvet. Oui, alors, ça c'est... Laquelle est la première, laquelle a marqué un peu le parcours? Peut-être celle-ci, ou celle-ci, peut-être celle-là en fait. 1991, Valparaiso, Chili. Donc peut-être mon vrai premier voyage, Uruguay, Chili, Argentine, en 1991, d'un point de vue professionnel. J'avais été au Brésil auparavant. Et puis celle-ci, effectivement, qui est très forte pour moi, enfin qui raconte vraiment mon intérêt à la fois pour la photographie, mais pour la typographie aussi, et qui est au Mexique, ça c'est à Mexico. Et la toute dernière, c'est celle-ci. C'est une allusion à Rhinocéros, à l'UNESCO Oui, voilà, bien sûr, il y a toutes les références, on peut imaginer d'un point de vue à la fois littéraire et culturel. Et puis une grande série aussi sur l'Argentine, Buenos Aires, ici bien sûr, là également, etc. Et puis Cuba, et puis la Bolivie, l'Équateur, le Paraguay, le Brésil, etc. Le Venezuela, alors ça aussi, on est dans l'actualité, puisque
Là, c'est une photo que j'ai faite en 2011, où on retrouve Bolivar et Lénine ensemble. Donc c'est ça, c'est que je pense que les murs en Amérique latine racontent finalement l'histoire politique et sociale des différents pays. Et je pense qu'il y a très peu d'endroits au monde où le mur raconte véritablement l'histoire des sociétés. Ah, derrière le... Là, évidemment, ça a été pour moi aussi une découverte extraordinaire. qu'il faut... Natalia Guinness-Boggio du Pérou, qui a fait des affiches très franchement politiques pour dénoncer évidemment la corruption, le trafic des votes dans les élections présidentielles au moment de Fujimori. Et celle-ci était très drôle, d'une certaine manière, parce qu'elle dit le changement mais pas la cumbia, arrêtez de danser, arrêtez de nous prendre pour des ânes, et prenez-nous pour des citoyens et des gens qui votons, et pas simplement des gens qui dansons, etc. Et je pense que c'est ces images qui ont valu d'ailleurs à Natalia vraiment des situations de danger, puisque en fait les gens prenaient aussi ces affiches dans les manifestations. Je pense que c'est quand même révélateur de l'engagement en fait des graphistes en Amérique latine. Alors là, on va évidemment vers le Brésil. Ça, c'est aussi un continent en lui-même, avec des gens très différents. Les Collins, bien sûr, qui lui s'intéresse à la typographie vernaculaire, populaire, et qui va la transformer. Qui va travailler avec un imprimeur qui refait ses affiches avec des caractères au plomb comme autrefois et avec ce qu'on appelle l'impression à l'encrier, c'est-à-dire qu'aucune affiche n'est semblable puisque finalement l'encre se diffuse de manière complètement différente. Ici bien sûr Isabelle Abreu qui elle n'est pas graphiste mais qui est éditrice et qui édite, on va dire, qui est dans l'édition alternative ou underground. Et je trouvais intéressant de montrer aussi comme révélateur d'un mouvement extrêmement vaste et extrêmement vivant en ce moment en Amérique latine, le fait que les gens font de la micro-édition, à la fois des choses extrêmement ludiques et aussi des choses très politiques. Alors ici, là on est en Équateur et à Cuba. Alors en Équateur, Pablo Iturralde, il a une particularité, c'est qu'il travaille avec les metteurs en scène de cinéma équatoriens. Et il a fait toute une série d'affiches, je pense vraiment remarquables, celle-ci en particulier, je trouve très belle, à Cabous, et qui prouve que même dans des pays, on va dire, économiquement souvent relativement difficile, eh bien, des graphistes se battent pour faire en sorte que la culture soit diffusée de manière intelligente. Et je pense qu'on peut vraiment dire que si toutes ces affiches avaient été réalisées en France, on en aurait dit évidemment beaucoup de bien. Et voilà, donc, les Équatoriens nous donnent des leçons. À Cuba, Daniel Del Rio et Gisèle Monson, c'est la nouvelle génération cubaine. C'est des jeunes femmes qui, avec des moyens vraiment souvent très relatifs, arrivent à créer des images qui sont tout à fait étonnantes et qui redonnent vie à ce qu'on a appelé l'affiche cubaine, qui a été évidemment très vivante dans les années 60, surtout en termes de propagande politique. Là, il ne s'agit pas de propagande politique, mais il s'agit en fait d'affiches qui sont liées essentiellement à la culture. Gisèle travaillant pour la Cinémathèque de La Havane. Idania qui a créé un endroit absolument incroyable qui s'appelle Clandestina et qui emploie 21 personnes qui fabriquent des affiches en sérigraphie, des objets, des meubles, des vêtements, etc. Et qui a le témoignage en fait de cette économie un peu parallèle, mais le continent latino-américain, mais pas seulement en termes de graphisme, on peut le dire en photographie, on peut le dire en cinéma, qui est extraordinairement vivant, en littérature. Je pense que le continent latino-américain est aujourd'hui un des endroits les plus passionnants du globe. Pour cette raison, parce que je pense que les gens sont inscrits
s'inscrivent véritablement dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont pas, les artistes sont pas dans un, d'ailleurs on le voit, il y a des collectifs, les gens travaillent ensemble, les gens se connaissent, s'apprécient, etc. On n'est pas dans un rapport égotique en fait à la création artistique, on est dans un rapport collectif. Là les Cubains par exemple, ils sont une dizaine, c'est une bande de copains, et collectivement ils impriment en sérigraphie des affiches, etc. C'est des choses qu'on ne trouve plus tellement maintenant en Europe, où chacun travaille de manière très isolée, etc., où il n'y a pas forcément cette confraternité qu'on peut retrouver en Amérique latine. En tout cas, moi, ce que j'ai senti, et c'est la raison pour laquelle l'exposition s'appelle aussi Michel Louvet et ses amis d'Amérique latine, et je précise bien que ce sont des amis, ce n'est pas mes confrères, ce n'est pas mes collègues, ce sont des amis, c'est-à-dire que nous partageons tous, je pense, la même vision du monde et la même envie de partager avec le plus grand nombre, finalement, la création graphique ou la création artistique. Et tous ces jeux. Bon, ça c'est la salle Michel Louvet. Ouais, alors c'est difficile d'en parler parce que c'est mon travail. Très sincèrement, au départ, je n'étais pas forcément très favorable à montrer mon travail. On a insisté lourdement pour que je le fasse. Bien sûr, je le fais avec énormément de plaisir, ça va de soi, mais je pense qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une histoire d'amitié aussi, et que si je montrais les gens en disant Fiesta Graphica, le graphisme d'Amérique latine, en fait, peut-être on se serait posé même la question, mais pourquoi cela et pas pourquoi pas d'autres, etc. Là, bon, bah voilà, ça veut dire que ce sont mes amis. Si il y a d'autres, on sait qu'il y a d'autres gens formidables. Bon, simplement, c'est pas mes amis parce que je les ai pas rencontrés. Voilà, on n'a pas eu de relation particulière. Donc du coup, je pense que ce qui fait l'intérêt aussi de cette exposition, c'est peut-être ça, c'est cette connexion. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce Français qui débarque en Amérique latine et puis qui, à partir du début des années 90, va créer des relations, va faire venir, j'en ai fait venir quasiment, je les ai presque tous fait venir à un moment ou à un autre dans d'autres expositions, au Centre du graphisme à Échirolles, mais aussi dans les fêtes du graphisme à Paris. Et là, c'est un peu une rencontre. Je pense que la Maison de l'Amérique latine souhaitait aussi raconter cette histoire, ce rapport assez singulier entre la France et l'Amérique latine. Je pense que la France, et Paris en particulier, a été une terre d'élection pour tous les exilés politiques latino-américains. On peut parler de Héctor Católica, par exemple. On peut parler d'Héctor Católica, on peut parler de plein de gens. Et moi-même, quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts à Paris, dans les années 70, Paris était peuplé d'exilés chiliens, argentins, brésiliens, paraguayens, boliviens, etc., qui fuyaient les dictatures de leur pays et qui trouvaient peut-être à Paris une communauté accueillante. Alors, je ne sais pas si c'est... C'est pas une exposition nostalgique. Comment ? Ce n'est pas une exposition nostalgique. On parle beaucoup d'histoire d'Amérique latine, mais on ne sent pas du tout ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas de nostalgie. Au contraire, j'ai envie de dire... je pense que d'ailleurs, l'Amérique latine est un endroit où la nostalgie se dissout dans le bonheur. C'est-à-dire, on peut être nostalgique, hein, c'est la saudade brésilienne, mais elle se termine en samba. Donc... pas en ce moment. Pas en ce moment, mais il faut reconnaître une chose, c'est que je pense que même dans les moments difficiles, et j'ai connu énormément d'exilés latino-américains à Paris, même dans les moments d'exil, même dans les moments difficiles, ces gens étaient incroyablement chaleureux. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai tant aimé, et j'aime tellement l'Amérique latine, c'est que je m'y sens profondément chez moi, parce que justement, il y a un grand esprit de bienveillance, il y a un grand esprit de communauté, de fraternité qu'on a perdu dans beaucoup de pays et qui, à mon avis, donne une sacrée leçon au reste du monde. Oh, on a pratiquement fait un exploit, un plan séquence que je vais même pas couper. C'est vrai. Merci beaucoup, Michel. Merci. Jusqu'à quand la Maison d'Amérique latine exposition? Jusqu'au 7 mai. Bienvenue. À bientôt. Bienvenidos a todos. Écoute, tu me diras.